vous présenter quelques jeux récréatifs et leurs créateurs. Étant un enseignant qui forme les ludopédagogues, les ludothécaires et les bibliothécaires à Bruxelles. Il s'agit d'un diplôme qui s'appelle les sciences et techniques du jeu. Et je m'occupe de l'association des ludothèques francophones belges. Donc, dans ces deux cadres, nous avons élaboré un outil-jeu qui s'appelle le Ludovortex. C'est un jeu pour analyser les jeux, créer des nouveaux jeux, les débriefer. Donc, finalement, un méta-jeu qui réfléchit la créativité ludique. Maintenant, pour créer quelque chose d'intéressant, soit il faut du génie, soit il faut un gros cerveau, ou alors il faut un gros bagage. Je vous ai amené le gros bagage, avec toute une série d'auteurs et de jeux qui permet d'avancer. Alors tout d'abord, bien sûr, nous rappeler que le jeu donne droit à l'erreur, c'est fondamental, c'est pas n'importe qui le dit, et ça on oublie de le dire. On répète toujours que ça donne droit à l'erreur, mais c'est parce que simplement Freud nous a dit que l'opposé du jeu n'est pas le sérieux, mais bien la réalité. Donc c'est un état modifié de conscience, comme le rêve, comme l'hypnose, et comme ces conditions-là, ça permet certainement un potentiel inexploité qui n'a pas encore été suffisamment étudié. Lui, en tout cas, s'est contenté du rêve, bien sûr. Maintenant, si je vous parle des règles et de la réflexion sur les règles, c'est bien parce que le jeu est à l'intersection de la règle et de la liberté. Et c'est bien les deux éléments, que ce soit les structuralistes ou les artistes comme Kundera, insistent sur la règle et l'importance, évidemment, qu'il n'y a pas de jeu sans règle. Il y a des jeux sans jouets, mais il n'y a pas de jeu sans règle. Seulement, la règle ne suffit pas elle-même, bien sûr, elle doit laisser une liberté aux joueurs. Là, c'est plutôt Sartre qui s'empare du sujet et qui nous dit finalement que c'est la liberté qui va porter le jeu, qui va créer le jeu en tant que tel. Le philosophe Colas Duflo fait la synthèse et nous dit que le jeu, en un mot, est une légale liberté, puisque c'est une liberté qui est créée dans et par une légalité. Maintenant, mon objet, c'est bien de réfléchir les règles de jeu et réfléchir les jeux qui réfléchissent la règle de jeu. Donc un peu un côté méta. Le premier auteur, après la Deuxième Guerre mondiale, qui se lance là-dedans, c'est un des grands auteurs de jeux contemporains, avec Saxon, avec Randolph. Ce sont des personnes qui ont vraiment initié la dynamique contemporaine des jeux. Et il crée le jeu Éleusis, les mystères d'Éleusis. Vous allez rentrer simplement dans un jeu qui est créé par l'animateur, l'auteur, qui s'appelle Dieu, donc ce n'est pas rien, et Dieu a créé la règle du monde, et il faut comprendre la règle du monde. Vous êtes ses disciples, et vous pouvez éventuellement vous dire prophète si vous avez compris la règle du monde. Ça se joue avec un jeu de cartes tout à fait ordinaire, c'est assez exceptionnel comme jeu, effectivement, et des grands ludologues comme Orioli Comas, le catalan, nous disent que c'est le jeu ultime créé en 1954, puisque on crée alors une infinité de jeux avec une règle qu'il faut deviner. Ici, la règle, en l'occurrence, ce sont ces cartes-là qui sont dans la règle, ces cartes-là n'y sont pas. Il faut chaque fois avoir une carte qui est de niveau supérieur, voilà la règle qui est dite ici. Ce système-là, finalement, de recréativité, peut se faire donc sur un jeu de cartes, mais il peut se faire aussi sur la littérature, sans jouet matériel, sans vraiment support que la langue française. Et là, vous avez évidemment, dans le groupe oulipien, Raymond Queneau notamment, qui nous fait 100 000 milliards de poèmes, puisque vous allez bouger tout simplement une languette du sonnet de 14 vers, et vous avez un nouveau poème. Donc, si vous voulez multiplier les 14 par 20, ça fait 100 000 milliards de poèmes dans ce petit livre. Évidemment, comme booster créatif, c'est difficile de faire mieux. D'autres auteurs
bien intéressant de ce mouvement oulipien, hein, l'ouvroir de littérature potentielle, fait de même principe un roman sans E. Voilà une contrainte forte, bien sûr, et donc il va créer tout un roman où il n'y a aucun E, qui est quand même la lettre la plus courante dans la langue française. Des lipogrammes, bien sûr, comme celui-là, sont assez intéressants. Maintenant, il y a d'autres jeux comme les palindromes, les phrases qu'on lit dans les deux sens. Vous pouvez noter votre t-shirt engage le jeu que je le gagne, et vous aurez un palindrome, par exemple. Alors, les jeux dans le domaine plus théorique, ce sont aussi des enseignants qui commencent à développer les jeux d'une manière plus large, en formation d'entreprise et autres. L'un des pères spirituels de ces formateurs, c'est l'Indien expatrié aux États-Unis, qui était prof de sciences et de maths, et qui a développé dès les années 70, 70 si vous préférez, un certain nombre de jeux, pour ne pas dire un nombre certain de jeux cadres. Ce sont en fait des jeux très très simples, avec une mécanique ludique qui est reprise, et en fait surtout pas de matériel. Un matériel usuel, récupéré, donc ça coûte rien ces jeux-là, effectivement. Donc une bonne manière de créer des jeux à base de rien du tout, finalement. Un livre, là, peut donner 20, 30, 40, 50 jeux facilement. Maintenant, c'est assez pauvre au niveau ludique pur, il faut bien le dire, ces mécanismes-là, mais l'attitude ludique de l'animateur peut éventuellement compenser. Dans le même état d'esprit, l'Indien Sudarshan Khanna va créer, lui, des jouets. Hein, alors, un toy designer indien assez intéressant que nous avions invité à Bruxelles il y a une dizaine d'années, effectivement. Et donc, la créativité est infinie avec, finalement, un produit qui vous permet de jouer plein de jeux. Les ludothèques en Inde sont inspirées de ce principe de récupération des objets pour en créer de nouveaux. Alain Bidot en France, sur les règles et le matériel, donc on a une contrainte matérielle finalement qui est très très faible dans ces jeux-là. Il récupère du matériel tout simple, des règles toutes simples, et il écrit, voilà, on est à une douzaine de livres sur ce sujet. C'est le créateur aussi des maisons des jeux en France, avec la maison des jeux de Saint-Fons dans les années 80. Voilà, à 86 ans, il est toujours bon pied, bon oeil à Cannes cette année-ci, Alain Bidot. Alors, nous sommes sans doute plus redevables encore à André Deledic, beaucoup moins connu sans doute que d'autres que je viens de citer, mais André Deledic est un mathématicien qui va dans cet ouvrage qui est mythique. C'est l'ouvrage qui, dans Science et Vie, va véritablement ouvrir la porte vers les jeux. Donc cette hors-série de 1978 va ouvrir la porte sur le magazine Jeux et Stratégie dans les années 80, hein, et va véritablement être intéressant dans la créativité. André Deledic y écrit un article exceptionnel, Comment inventer un jeu. Et là, vous avez la première page de cet article, effectivement, où il dit, c'est simple, comme le tableau de Mendeleïev existe, on peut faire un tableau de Mendeleïev des jeux, on analyse les jeux existants dans leur structure, et on va voir finalement les cases qui manquent. Comme Mendeleïev l'avait fait, les éléments ludiques manquants, ce sont les jeux qu'il nous faut créer. Exemple type, des jeux à 3 joueurs, c'est rare. C'est quelque chose, évidemment, qu'on peut investir parce que c'est rare les jeux qui sont faits spécifiquement pour 3 joueurs. Donc, ce mécanisme-là, structuraliste, est particulièrement intéressant. Aujourd'hui, Pierre Parlebas et son groupe Jeux et pratiques ludiques, dans le cadre des sports et des jeux de société, va établir la même réflexion structuraliste d'analyse des jeux de manière systématique sur les règles et le développement possible. Et alors, il crée plusieurs ouvrages. Vous avez l'ouvrage sorti l'année passée, en 2023, sur les jeux sportifs, les jeux de société et les classifications de jeux sont particulièrement intéressants. Alors, on continue le petit chemin, évidemment, de nos passionnés, très inspirant, vraiment.
les auteurs allemands, évidemment. Reinhold Wittig est extrêmement important dans cette école des auteurs allemands. Il va réunir les auteurs allemands à Göttingen depuis 1983. Chaque année, les auteurs allemands se réunissent là. Et il invente en 1980 Das Spiel, le jeu. Voilà. Le jeu, c'est en fait 281 dés avec lequel, évidemment, vous créez une infinité de jeux qui sont là. Et tout à la fin, vous avez, évidemment, la page blanche. Votre jeu, c'est les jeux que vous allez créer avec les 281 dés en question, qui se présentent sur une belle pyramide, comme ceci. Il reçoit le prix du plus beau jeu au Spiel des Jahres en 1980, Reinhold Wittig. Maintenant, aux Pays-Bas, on a d'autres initiatives, bien sûr. Nous avons Fred Horn qui crée Galaxy, un jeu qui permet de faire des jeux. Et donc, un jeu qui permet de faire des jeux, ok, c'est un peu ce qu'on recherche, hein, mais avec une contrainte forte, puisque ce n'est pas un jeu de cartes habituel, c'est un jeu de cartes sur les galaxies, et alors vous pouvez créer votre propre jeu en mettant des règles sur ce matériel-là. Tout ce que je vous montre ici, si ça vous intéresse, donc, ça fait partie de ce fameux bagage, de cette valise, si vous voulez jeter un œil. Donc, nous avons un stand juste ici au-dessus sur les sciences et techniques du jeu, et la valise sera encore disponible aujourd'hui pour jeter un œil. Alors, Tempête sur l'échiquier et Bruno Feduti, c'est un auteur assez connu dans le monde ludique, et il avait écrit des articles d'ailleurs dans Jeux et stratégie assez nombreux. Il réinvestit les règles, donc c'est lui qui crée en fait les règles évolutives dans un jeu. C'est une autre manière créative de voir le jeu. Sur un jeu qui existe, on va modifier les règles au fur et à mesure qu'on joue. Avec les échecs, ça donne Tempête sur l'échiquier. Bien sûr, le même Feduti va en fait adapter en français un jeu allemand de Karl-Heinz Spiel. Ça donnera Démocratie en 1940, Démocratie, où on va modifier les règles à l'intérieur du jeu. Il a été réédité en Corée sous le nom Animocracy assez récemment, il est encore disponible. Alors, aux États-Unis, un ingénieur, Andrew Lowney, va créer le jeu recréatif le plus développé. C'est toute une gamme de jeux, il y en existe 25 ou 30, les Flux, où les règles sont évolutives systématiquement, donc on va voter pour des nouvelles règles en jouant. Ce qui est quand même assez étonnant comme type de jeu, mais ça marche très très bien. Et donc on est de retour aux États-Unis. Le même Andrew Lowney va éditer Zendo, c'est ce jeu-ci, réédité sous cette forme-ci, de son compatriote américain, Corey Heath. Et donc ce jeu-ci, en fait, c'est le premier jeu que je vous ai montré tout à l'heure de Robert Abbott, où on doit trouver les règles du jeu et deviner la règle du jeu, mais avec des petites pyramides. Un jeu inductif, très intéressant, très intelligent pour essayer de comprendre la règle qui est proposée par un joueur. Très très chouette comme créativité et toujours disponible. Ces deux-là, les Belges à Sombrero, sont assez connus dans le domaine ludique. Ce sont les fondateurs de Repoprod. Et les fondateurs de Repoprod, ils ont créé un jeu ensemble, un seul. Ils sont auteurs de Mexican Hold'em, parce que sur base du poker, en fait, ils ont réinventé toute une série de règles de poker dans une petite boîte qui doit se trouver ici quelque part. Là, voilà. Voilà, 52 règles pour jouer au poker. Voyez, donc la recréativité, on la doit finalement à beaucoup d'auteurs différents. Toujours Feduti va s'associer à Richard Garfield, auteur quand même de Magic. Richard Bork, qui est l'auteur de Mémoire 44, par exemple, pour faire leur propre jeu dans une boîte où on leur propose un matériel identique. Donc, il y a un matériel et chaque auteur va créer son propre jeu. Et donc, dans la boîte, on va retrouver 6 ou 7 jeux complètement différents, d'auteurs complètement différents, mais avec le même matériel. Donc, de nouveau, la contrainte matérielle se trouve ici, dans ce jeu. Alors, ce n'est pas le bon plan pour être riche, parce que ce sont des jeux qui se vendent très mal. Les gens préfèrent avoir une règle de jeu dans un jeu
qu'un ensemble de règles d'une manière générale, mais le concept est très intéressant évidemment. Daesium, c'est un autre exemple. Joachim Thom est un jeune auteur belge qui a fait le même processus avec un même matériel d'une série de dés. Il fait 4-5 jeux complètement différents à l'intérieur de la même boîte. C'est édité par Geek Attitude Games, mais malheureusement donc assez peu vendu. Et donc ils ont dû en terminer finalement une palette au pilon. Hein. Mais c'était génial, vraiment. Chacun des jeux tout à fait intéressant. Il y a donc quelques années, 2018 pour Daesium. Alex Mir, c'était à Cannes en 2012. En fait, c'est un humoriste et guitariste français assez créatif, assez sympa. Et lui aussi fait un jeu où on doit deviner la règle du jeu. Donc, cette idée revient régulièrement. Crazy Time est encore vendu sous cette édition-là. Il est ressorti en 2019. Très très sympa comme mécanisme d'Alex Mir. Ça ne s'arrête jamais. De ce point de vue, donc de réinventer un jeu sur les règles, vous avez Jordan Sorensen. Donc, ça vient de sortir, Unboxed. Vous êtes archéologue, vous trouvez du matériel de jeu et vous trouvez la règle qui correspond au matériel de jeu que vous avez trouvé. Assez sympa comme jeu. Donc, c'est sorti cette année-ci. Il est là également. Unboxed. Alors, je poursuis mon petit tour et on arrive au cœur final. Friedemann Friese va mettre en pratique cette idée de Mendeleïev de manière assez géniale, il faut bien le dire, en prenant les 100 000 milliards de poèmes et le tableau de Mendeleïev. Il prend le livre des mondes, une belle boîte de jeux qui s'appelle 504. Je passe ce jeu-ci qui était intermédiaire. Eh bien, vous avez là-dedans 9 mécanismes x8 x7, puisqu'on les couple 3 par 3. Et donc, ça donne en fait 504 jeux possibles dans la boîte qui est ici. 504 jeux contemporains complexes. Donc, pas des petits jeux à la jeu cadre de Tiagui. Hein. Vous avez pour chaque page du livre des mondes les 3 possibilités et vous tournez un petit peu, donc comme l'Oulipo, hein, et vous avez un jeu de majorité avec enchères, etc. Et en avant, ici, voilà, je vous ai tourné aléatoirement et on a le monde des turbulents marchant sur la voie de l'inconnu. Voilà le nom du jeu que je viens de tourner. Donc là-dedans, il y a bien 504 jeux et il pousse le vice jusqu'à nous fournir le matériel. Donc il y a toutes les tuiles, tous les éléments pour jouer à vos 504 jeux. Sur Board Game Geek, vous avez des commentaires en disant « Ouais, le 212 est particulièrement intéressant. » Voilà, il y a des passionnés qui jouent. Mais voilà, la démarche est évidemment exceptionnelle, véritablement, et très intéressante. Alors, bien entendu, il est ici pas loin. Hein. Aurélien Lefrançois, plus dans le domaine pédagogique cette fois-ci, développe les mécaniques cartes pour booster la créativité. Voilà quelqu'un qui a amené quelque chose aussi au milieu du jeu, incontestablement, avec les mécaniques cartes. C'est une démarche intéressante. Dans le domaine ludique, cette fois-ci, Denis Raquet crée Exégèse, un jeu pour créer des jeux, très intéressant. Et Suzon, que vous avez croisé tout à l'heure ici même, on fait un jeu, le principe est toujours le même, mais avec finalement des choses un peu plus différentes. Sur on fait un jeu, il y a les fins de partie, par exemple, qui sont mentionnées. Dans Exégèse, chaque carte peut être utilisée de différentes manières. Mais le principe est quand même toujours, au final, de créer des jeux par les jeux. Voilà Suzon et on fait un jeu. Chaos Fertile, ils sont là aussi. Hein. Et donc là aussi, c'est un jeu pour créer des jeux ou des projets d'une manière générale. Vous jouez pour arriver sur un mécanisme qui est réellement concret. Mais donc ce sont des jeux pour aboutir à des projets concrets. Enfin, un jeu qui n'est pas sorti mais qui va sortir, chez Sit Down, donc les éditeurs belges, vous avez Vincent Bonnard
qui est le rédac-chef de magazine Plateau, qui s'associe à Rimbaud, qui avait gagné l'As d'or et qui était nominé au Spiel avec Colt Express, et ils font la potion magique pour initier les enfants, finalement, aux mécanismes contemporains de jeux de société. Ça paraît l'année prochaine, normalement. Et au final, voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais effectivement, donc, le jeu du Ludovortex s'inspire évidemment de l'analyse complète des jeux de société d'une manière générale. Nous avons, dans le Ludovortex, réduit les mécanismes qu'on trouve sur Board Game Geek. Sur 140 mécanismes, nous avons essayé de réduire à 65 cartes de mécanismes. Sur les matériels possibles, une trentaine de cartes de matériel. Un élément essentiel que nous avons beaucoup travaillé, ce sont les compétences, qui n'étaient quand même pas assez précises dans tous ces jeux qu'on peut croiser jusqu'ici. Donc on a vraiment réfléchi sur les compétences psychosociales de l'OMS, les compétences pédagogiques et les compétences qui développent le cerveau par rapport au projet des neurosciences. Bien sûr, ça permet de créer un jeu, c'est un générateur, donc c'est vraiment un jeu en quelque sorte qui est structuré et qui permet alors même à une famille de jouer. On a développé ça depuis 2019 avec cette idée donc de vortex ludique dans lequel on est emmené. Voilà. 2019, c'était avec l'ALF et les ludothécaires français, les étudiants de sciences et techniques du jeu évidemment. Pendant le Covid, ça s'est développé progressivement, ce projet. De prototype en prototype, on a avancé et donc on l'a testé avec les enseignants, mais aussi avec les ludothécaires et les professionnels de la santé qui sont ici. Et donc au final, voilà ce que ça donne. À Cannes, les familles tout à fait ordinaires jouent aussi au Ludovortex et créent des jeux. Donc je vous remercie, vous pouvez me retrouver juste ici en haut, où je vais retrouver mon stand des sciences et techniques du jeu et du Ludovortex qui est vendu et disponible si vous le souhaitez. Voilà.